Salut à toi, merci d'être là pour la partie 2. On commence de suite. Enfin, déjà, moi, je trouve que ça sert à rien, les success stories, à part juste vendre du rêve à des gens en leur disant cette personne-là a fait comme ceci, faites comme elle, vous allez réussir aussi. En fait, non, pas du tout. Il n'y a aucune raison que vous réussissiez. En fait, c'est n égale 1, une observation. Et en fait, ce qui est intéressant derrière, et c'est là où, en fait, c'est difficile de me comprendre quand je dis ça, et pourtant, c'est tout à fait vrai, c'est qu'un chercheur en psychologie ne s'intéresse pas aux individus. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça. En fait, Ça, on on peut le s'intéresse mettre, aux... ça, on peut le mettre sur un t-shirt. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, on ne s'intéresse pas du tout aux individus, on ne s'intéresse pas du tout à l'individualité, on s'intéresse au groupe. On dit, bah, on va prendre un groupe, on va lui faire subir telle expérimentation, on va prendre un autre groupe, on va lui faire subir telle autre expérimentation, typiquement un groupe contrôle, et on regarde si dans les comportements, dans les pensées, dans les attitudes, dans les émotions, il y a une différence. On ne s'intéresse jamais à telle personne précise. Et en fait, les success stories, c'est qu'une personne précise qu'on a pris à un point T, à un instant T, à une année T, qui a fait tel événement, qui a eu tel fait, etc. Et c'est en fait l'inverse de la méthode scientifique, quelque part, hein. C'est un vrai intérêt ou pas, tu vois. Alors oui, il y a un effet de mode qui fait que les gens... mais en fait, il faut mesurer les choses. Ce qui existe est mesurable. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si quelque chose existe à partir du moment où c'est mesurable, tant qu'on n'a pas mesuré qu'il y a une vraie efficacité de tout ça, et moi, typiquement, la gamification, je ne sais pas si en tant que tel, ça a une efficacité, en fait, parce que les mesures qu'on a nous disent, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas trop, c'est modeste, on ne sait pas, en fait, hein. Alors, deux trucs. Un, c'est excellent ce que tu as répondu. C'est typiquement une réponse de chercheur. Ce qui plaît dans non, ce qui plaît dans ces raccourcis, dans ces success... Ouais, j'ai dit, on enfin, ne sait pas. non, non, mais J'ai tu dit, sais, on ne dans sait ces... pas, Non, donc... parce qu'après, je viendrai sur la gamification, tu sais, sur ces success story et autre chose. C'est que c'est une histoire simple à communiquer. C'est de la com. C'est comme ça. N'importe qui peut comprendre. C'est sûr que si tu arrives avec, je dis, avec ce que tu as amené, c'est vrai. Sauf que la vérité, c'est comme le réchauffement climatique. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais tu sais, je te taquine un peu là-dessus, mais on est entièrement d'accord. D'où la fameuse difficulté entre la jolie histoire qu'on nous raconte, puis les vraies données brutes. Puis là, je te rejoins entre ce qu'on nous vend comme mythe et la réalité des données, puis la Ben réalité oui. brute. On est Et puis, d'accord tu ne là-dessus. sais pas si les données qu'elle a récoltées de mesures, je sais pas, ça peut être, tu peux avoir des mesures de temps de rétention que Ouais. les personnes vont rejouer une partie, etc. Bah oui, effectivement, sur des petits jeunes qui ont du temps à consacrer au jeu, bah effectivement, ils restent très longtemps. Est-ce que c'est parce que tu as mis telle chose en place ou telle autre chose en place qui sont restés plus longtemps? C'est compliqué. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est pas ça, parce que là, tu peux faire des relations de causalité, ça s'appelle des régressions linéaires, c'est relativement simple à faire. La question, c'est à quel point on peut généraliser à d'autres jeux, et ça, c'est pas évident. Oui, mais on reste dans une industrie qui a besoin de recettes, puis qui a pas. Oui. Je crois que j'ai déjà dit qui n'a pas, mais qui ne se donne pas le temps ou qui n'a pas forcément le conseil d'administration qui veut s'essayer. Tu sais, Oui, mais on- on revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, qui est ouais. que tant qu'il n'y a pas un vrai service QA qui permet de vérifier que ce qu'on a mis en place fonctionne réellement, on ne sait Oui, pas en fait si ça fonctionne réellement. On revient un peu à la discussion d'avant, quelque part. en plein. Puis le deuxième point, c'est la gamification. Ouais. Gamification, je te rejoins. Actuellement, il manque. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas 100 000 études en gamification. Il y a des tendances, il y a des pensées, il y a des choses, il y a des courtes analyses, mais il n'y a pas d'étude globale qui fait que. Par contre, un truc qui est vrai, c'est que moi, je considère la gamification comme un outil. Tu sais, on utilise souvent la gamification des usages, des pratiques qui nous viennent de tel ou tel jeu vidéo ou de tel ou tel mindset ou de telle ou telle façon de penser ou d'aborder les choses qui nous font gagner du temps. Puis là, je te rejoins sur ce que tu disais en termes de pratique et d'expertise. Tu sais, je donnais mon exemple du bouton où ça fait des milliers d'heures que tu fonctionnes comme ça. Bah, c'est beaucoup plus simple si tu veux gagner du temps, faciliter la transition entre un état A, un état B, de réutiliser ces trucs-là qui sont des codes acquis. Euh, mais, euh, mais ça reste intéressant. Et Adrien, Tu vois, t'arrêtes sur la peut-être gamification, je Ouais. t'avais dit, je crois tout à Oui, l'heure, mais ton tu anecdote. vois tout à l'heure la dernière fois, Oui, mon petite anecdote, j'avais vu ça sur Twitter. Donc la gamification, hein, je répète juste ce que c'est l'idée de mettre des mécanismes du jeu ou du jeu vidéo
dans un processus. Donc, ça peut être typiquement en formation, on peut créer de la gamification. On parlait d'Excel, que c'était difficile à gamifier, mais en fait, ne serait-ce que, par exemple, prendre des données de la vie quotidienne, c'est déjà de la gamification. Par exemple, tu veux, plutôt que de mettre des tableaux de données issus des salaires des dirigeants, des employés, etc., ton entreprise pour des RH, c'est un peu chiant. En fait, tu mets tes données de nombre de pas par jour, la quantité enfin, les kilocalories de ce que tu as mangé par jour. Et après, tu peux faire des graphiques, des tableaux croisés dynamiques, etc. Et c'est un peu plus sympa parce que ça te touche directement, que tu comprends un peu mieux les données que tu peux avoir dans ton téléphone si tu as une montre qui te fait podomètre, etc. Et finalement, ça te parle plus. Et déjà, rien que ça, c'est un peu de la gamification. Et donc l'idée, c'est que ça soit un peu plus fun, un peu plus sympa, que ça te parle plus et donc tu sois plus engagé. L'objectif final de la gamification, la plupart du temps, c'est l'engagement ou la motivation. Et donc, je disais que, je te vois sourire, je disais que la gamification, on peut aller jusqu'à l'absurde quelque part, où tu peux penser au mythe de Sisyphe. Donc, le mythe de Sisyphe, c'est cet Oui. homme qui a un énorme rocher, qui monte jusqu'en haut d'une montagne, le rocher redescend, et il redescend lui aussi, il reprend son rocher, il remonte, et finalement, c'est une métaphore de l'homme qui est toujours dans un processus. Voilà. Et on dit, en fait, la gamification, ça pourrait être juste lui mettre, je ne sais plus ce que j'avais dit, je crois que Un j'avais compteur. dit, c'est quoi? Un compteur. Un compteur, voilà, on pourrait juste mettre un compteur. À chaque fois que la boule retombe, hop, on met un, et puis à chaque fois qu'il retombe, on met deux. Et en fait, rien que ça, c'est une mécanique de gamification, mais qui sert à rien, en fait. Et là, on pourrait dire, on peut l'imaginer heureux, quoi. Mais en fait, à quoi ça sert dans ce cadre-là? Donc, en fait, il y a une vraie réflexion sur la gamification, qui est à quoi ça sert. Il y a de la gamification qui a clairement un objectif marketing, il y a de la gamification qui a clairement un objectif d'apprentissage, il y a de la gamification qui a clairement un objectif, etc. Moi, je me suis intéressé durant ma thèse à la gamification en tant qu'objectif d'apprentissage, Oui. et je me suis rendu compte durant ma thèse que globalement, on ne mesure jamais l'apprentissage, très peu, on mesure surtout la satisfaction. Oui. Et la gamification va satisfaire certaines personnes dans des formations spécifiques, et vraiment pas tout le monde et vraiment pas tout type de gamification, notamment la compétition, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui sont très réticentes à la compétition parce que c'est très exposant. Euh, on mesure très peu l'apprentissage. Le lien entre la gamification et l'apprentissage, s'il n'est pas nul, en tout cas, il est très, très limité. Et en tout cas, on ne mesure jamais, et c'est là ce dont tu parlais justement Oui. au niveau des jeux vidéo, c'est pareil dans le monde de la formation, on ne mesure jamais le retour sur investissement. C'est-à-dire que tu payes pour une formation, tu ne mesures jamais à quel point ce que tu as payé pour la formation t'a rapporté derrière en termes de productivité. Amen, Adrien. Moi, enfin, pour la Ouais, et gamif... un Vas-y, autre truc que vas-y. j'avais dit durant ma présentation des quatre thématiques et qui est quand même quelque chose d'hyper important, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre satisfaction et apprentissage. Mais de manière générale, pas lié à la gamification, mais de manière générale, c'est pas parce que tu es satisfait de ta formation que tu as appris quelque chose, et c'est pas parce que tu as appris quelque chose que tu es satisfait de ce que tu as fait. On est entièrement d'accord. D'où la difficulté quand tu fais une. Bah, on est entièrement d'accord. Puis moi, c'est oui, on est d'accord. Puis c'est ce que j'arrête pas de prôner, puis d'attaquer les gens. Tu sais, que tu ludifies une formation ou que tu l'aménages ou que tu fasses ce que tu veux, ce qui compte, c'est l'atteinte des objectifs pédagogiques. Puis après, tu peux rajouter les surcouches qui est les économies. Tu sais, le gain ou l'économie d'argent. Des fois, ça peut aller où, tu sais, on va ludifier une formation. Ça, par contre, on va communiquer autour du fait que c'est tout nouveau, c'est tout beau. C'est typiquement le buzz qu'il y a eu autour de la réalité virtuelle, ce qui va permettre de faire un buzz, puis d'avoir plus d'étudiants. Donc, tu sais, tu peux facilement rajouter des briquettes et aller acheter. Moi, je viens de l'école de pensée ou la gamification. Pour savoir si c'en est, c'est simple. Si tu gagnes ou que tu économises des sous, en utilisant évidemment les outils Patati, c'est de la gamification. Si c'est du fun que tu recherches, c'est un jeu, c'est de la ludification. Puis si tu veux genre rendre une formation plus serious business, ben sérieux, c'est un serious game. Point. Mais tout ce que tu dis est extrêmement intéressant. Puis là, tu vas Alors, pouvoir... Oui, tu vas-y, disais, j'étais pas d'accord sur un point, alors je vais rebondir aussi. vas-y, Tu disais, vas-y. l'objectif, c'est d'atteindre les objectifs pédagogiques. L'objectif final d'une formation, Oui, c'est d'atteindre les objectifs pédagogiques. C'est pas que je suis pas d'accord avec ça, mais en fait, il y a toujours le côté à chaud et à froid. oui, Or, ce qu'on mesure toujours, c'est l'atteinte des objectifs pédagogiques à chaud. C'est-à-dire, tu passes une journée à apprendre des trucs aux gens et à la fin de la journée, tu leur dis,
soit dans le meilleur des cas, tu leur poses un QCM et tu regardes s'ils ont bien répondu ou pas, mais dans la majorité des cas, tu leur dis, est-ce que vous avez appris quelque chose là-dessus? Est-ce que vous avez pris quelque chose là-dessus? Et ils te disent oui parce qu'ils l'ont vu. Donc au final, bah, tu as atteint ton objectif pédagogique, et je mets des guillemets, mais tu as atteint ton objectif pédagogique dans la journée. Bah, mesure ça 3 semaines après et regarde ce qu'ils ont retenu. Bah, Tu vois. c'est ce qui se fait, c'est entre guillemets, c'est ce qu'on pousse à faire. Puis c'est une des facilités. Ah, non, je veux dire, c'est une des facilités de moyens qu'on a maintenant avec le numérique, c'est que tu peux tracer justement ce genre d'évolution, ce genre de pratique. Oui, oui et non. Tu vois, typiquement, tout ce qui est formation, il y a beaucoup de formations sur l'agilité, par exemple. Oui, En fait, c'est intéressant. Si tu poses juste la question aux participants dans les formations agiles dès le début de la formation, tu présentes ce que c'est que l'agilité et tu leur dis est-ce que ce serait utilisable dans votre entreprise? Tu serais surpris de voir le nombre de personnes qui disent non, en fait, c'est pas utilisable. Donc, ce qu'ils prennent derrière, c'est des concepts, c'est des idées, ouais, c'est de la philosophie, voilà, mais de l'exécution, non. Donc, en fait, déjà de base, tu vois, la formation, elle n'est même pas transférable. oui. Donc, oui et non. Alors, oui, ils vont peut-être retenir des choses, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Pas grand-chose non plus, quoi. Bah, si je te donne un exemple comme ça, hein, mais Non, non, mais c'est super intéressant. Je veux pas rentrer dans l'agilité, parce que déjà, l'agilité, c'est un mot valise. Puis, oui, puis autre, j'ai une formation agile où on est une compagnie agile, on a un Scrum Master. oui. Non, mais tu peux développer ça partout, hein. Je veux dire, On, tu as des ouais, formations, combien de participants viennent sur des formations mieux gérer ouais. son temps, alors qu'en fait, ils ont surtout un management toxique, tu vois. Oui, En fait, oui, c'est pas parce que eux géreront mieux leur temps. Enfin, tu vois, je te donne juste un deuxième exemple, mais ouais, il y a plein de formations où tu y vas, où en fait, c'est même pas transférable à ton environnement de travail. Donc déjà, c'est de l'argent gâché quelque part, parce que oui. typiquement, l'objectif d'une formation, c'est que tu sois plus productif après. Donc soit ils y vont et c'est pas transférable, soit ils y vont et les connaissances sont intéressantes, mais ne sont pas réutilisables derrière. Donc tu le perds non pas parce que ça t'intéressait pas, mais parce que tu n'as pas eu l'occasion de les utiliser. Et en fait, on mesure jamais à froid, ou presque jamais. Je suis en train de réfléchir si je peux en parler ou pas. Non, bah alors n'en parle pas si tu as des C'est doutes. c'est ça, c'est ça, j'en parlerai pas. Je voulais rebondir aussi sur tes Vas-y. définitions. Alors moi, j'ai discuté avec une sociologue Oui, spécialisée en gamification. oui, Donc elle a des méthodes complètement différentes des miennes et ça a été vraiment hyper intéressant de discuter avec elle, qui disait, moi, pour moi, gamification, ludification ou quoi, je m'en fiche. À partir du moment où une personne me dit qu'elle s'est amusée, on rentre déjà dans le domaine de la gamification ou de la ludification, tout ça. Elle me dit, pour nous, ça suffit. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, d'avoir cet avis subjectif parce que nous, les psychologues sociaux spécialisés en quantitatif, on est avec nos échelles de Likert, on est ouais. avec nos mesures, à quel point vous êtes-vous amusé? Non, donc, si tu leur poses la question directement, ils te disent, je me suis amusé ou pas, et déjà, c'est déjà une belle information. Concernant les distinctions que tu fais, moi, j'ai un schéma en tête Oui, qui a été fait par Daniel Gilibert, qui est un chercheur qui a pas mal travaillé sur le sujet, et qui dit que, de manière générale, la ludification, alors il parle juste des formations professionnelles, après ça ouais, peut être un peu différent, mais la ludification, c'est la grosse boîte. oui, Ludique, c'est la grosse boîte. Dedans, tu vas y retrouver la gamification, le serious game, le playfulness, et le oui. quatrième, j'ai oublié ce que c'est. En fait, c'est intéressant, c'est la différence. Ça, c'est un truc qu'on ne comprend pas forcément, nous. Je suis pas sûr, je sais pas si le podcast, tu voulais vraiment qu'il soit centré sur la gamification ou pas, Non, vas-y, vas-y. mais rien que ça, c'est hyper intéressant, c'est que c'est les différences de traduction. En Oui, fait, en anglais, on a le terme play et on a le terme game. oui. Et donc la gamification ne réfère qu'au terme game, alors qu'en France, les deux termes, c'est jouer. Mais en fait, play, c'est vraiment un jouet d'amusement, alors que le game, c'est vraiment un jeu structuré avec des règles, avec des principes, etc. Et donc la gamification se réfère en fait plutôt à ça, aux règles, aux principes de jeu. J'allais dire Et bienvenue là, dans le voilà. monde. Et le serious game, par contre, là, c'est assez clair, c'est un vrai jeu, quoi. C'est un jeu de Oui, société, c'est un jeu de plateau, c'est un jeu VR, tu as un temps limite, etc. Alors que la gamification, c'est plutôt un processus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le sion, c'est le côté processus. ouais. On va faire entrer des règles du jeu dans un processus. Voilà, c'était la définition telle qu'on l'a synthétisée dans des recherches scientifiques. Mais après, c'est aussi quelque chose qu'il faut accepter en tant que chercheur, c'est que nous, on a des définitions hyper précises, hyper cadrées pour mesurer, machin. En soi, quand tu discutes avec des gens qui ne sont pas chercheurs, tout le monde a un peu ses propres définitions, et tant que tu te comprends bien, ça va, quoi.
C'est excellent comme point de vue parce que moi, ça fait longtemps que je dis plus que je fais de la gamification. C'est parce que quelque part, c'est des outils que j'utilise, des méthodologies, des cadres que je mets. Puis je parle de gamification, mais tu sais, j'utilise des technologies de think design, de UI, de UX, tu sais, différentes approches, parce que ce qui compte, c'est tu sais, l'éternel tomber en amour avec le problème, pas avec la solution. Donc, Mm. tu sais, sans oublier qu'effectivement, avec les traductions, vu qu'il n'y a pas vraiment de définition qui est acceptée par tout le monde, comprise la même chose par tout le monde, gamification, c'est le nombre de personnes qui viennent te voir en disant tu peux me faire un jeu? Oui, Et oui, là, tu n'es plus dans de la gamification. c'est ça, mais c'est pas exactement ça. Ou versus les autres, bonjour, j'ai une plateforme, j'aimerais des badges. Ok, c'est cool. Mais Mais même dans le monde de la recherche, hein, il y a eu, à partir de 2013, une forme de définition acceptable de la gamification, c'était un ensemble de principes moi, recouvrant la compétition, la coopération, les badges, l'énergie, les points d'expérience, etc., etc. Ce que j'aime beaucoup, c'est depuis 2019, il y a Amaury et Quavisto qui ont fait un papier que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai présenté d'ailleurs dans les thématiques, qui dit non, c'est beaucoup plus général que ça. Euh, la gamification, il y a deux systèmes pour que quelque chose soit gamifié. Il faut que ce processus soit productif et hédonique. Donc, il faut qu'on s'amuse et qu'on produise quelque chose. oui, Et à partir du moment où il y a ces deux systèmes en place, on peut dire qu'on a gamifié. Et en fait, on revient à la définition de la sociologue, qui est que à partir du moment où la personne s'est amusée, on est dans de la gamification. Et en fait, elle n'a pas tort. Elle aurait dû juste rajouter par rapport à ça. Il faut qu'en plus, ça ait servi à quelque chose. oui, La gamification, c'est on s'amuse et ça sert à quelque chose. En gros, c'est ça. oui. Et c'est pour ça qu'on évite de mesurer le fun, parce que le fun étant propre à chacun, puis je reviens sur ce que tu disais, c'est pas forcément ce que tu as gamifié qui est le fun. Puis c'est un crash system, ça peut être fun pour certains, alors que c'était absolument pas prévu. Mais tout dépend de tes hypothèses, en fait. Oui, Tout dépend de la question que tu te poses. Si la question que tu te poses, c'est, enfin, tu vois, typiquement, tu veux créer un processus gamifié, tu veux créer, je sais pas, tu veux mettre une barre d'expérience et voir si ça fonctionne bien dans ton forum ou je ne sais trop quoi, tu peux te poser plein de questions. Tu peux te dire, est-ce que les personnes restent plus longtemps sur mon forum? Et dans ce cas, tu mesures que la rétention. Est-ce que les gens reviennent plus souvent? Rétention, je ne sais plus si c'est le fait qu'ils restent longtemps ou le fait qu'ils reviennent souvent, mais peu importe. Ou ça peut être une mesure des deux d'ailleurs. En fait, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux mesurer. Mais tu peux aussi te dire, est-ce que finalement les gens s'amusent avec ma barre d'expérience? Et dans ce cas-là, tu peux mesurer ça. En fait, il n'y a pas vraiment. Nous, en tant que chercheurs, on veut décomposer les choses et dire, bah, voilà, la gamification, c'est tel domaine, plus tel domaine, plus tel domaine, et dans ces domaines se trouvent des sous-domaines, et dans ces sous-domaines se trouvent des facettes, des sous-facettes, et derrière des questions, des machins. Mais la question, en tant que personne qui va pratiquer la gamification, c'est à quoi ça va me servir, qu'est-ce que je veux, quel est mon objectif. La plupart du temps, ce que tu veux mesurer, et d'ailleurs, c'est ce qui est la plus souvent mesuré, donc c'est quand même bien, c'est l'engagement. oui, Et parfois aussi la motivation. Mais la plupart du temps, c'est l'engagement. Et l'engagement, ça ne veut rien dire en tant que tel. L'engagement, ça peut être la rétention, justement. Ça peut être l'amusement. Ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être les interactions entre les gens aussi. Tu vois, typiquement, quand tu fais de la compétition ou de la coopération, ton objectif, c'est que les gens interagissent plus. oui. Donc, si les gens interagissent plus, mais ne trouvent pas ça fun, bon, faut se poser la question de si ça vaut le coup ou pas. Mais si, enfin, Ah, voilà. je veux Il y dire, a plein de... il y a différents types de fun, puis regarde Twitter. Twitter, c'est un champ de bataille, pourtant les gens y Ouais, retournent. ouais. Tu sais, ça peut, enfin, il y a une forme d'addiction. Ce qui est beau, c'est tout ce Ouais, qu'on l'addiction et explique. la gamification, Non, 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 ça, je veux dire, ça, mais c'est comme les délires, excuse-moi, les délires liés à la dopamine, etc. ouais, bah oui. Il n'y a pas de recherche, enfin, il n'y a pas d'études sérieuses qui prouvent Ouais, et que puis de toute façon, ce c'est sera des fait. corrélations, ce ne sera pas des causalités. C'est pas Exactement. parce que la dopamine joue un rôle dans le cerveau qu'on va scroller plus. C'est Oui, quand on scrolle plus, alors il y a plus de dopamine qui est émis en même temps. C'est une corrélation. Enfin, voilà. sauf Et que c'est encore le une mot fois, dopamine est à la mode, donc tout le monde ouais. l'utilise. Ouais, Euh, bah, dopamine, ocytocine, sérotonine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est toujours cool de discuter avec toi, Adrien. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, tout ce qu'on discute depuis avant peut tourner autour d'une seule réflexion, c'est se poser la question de pourquoi on fait les choses. Puis souvent, c'est parce qu'on n'a Pour... pas pris le pourquoi on fait les choses. Puis souvent, c'est parce qu'on Ouais. n'a pas pris le temps suffisant ou l'investissement ou la réflexion. Puis
qu'on part dans tous les sens, puis que des fois, ça donne ces résultats un peu étranges. Euh, Adrien, j'ai un segment qui s'appelle l'instant passion, qui est un instant, parce que la passion, c'est le fun, mais il faut que ça paye les factures. Donc, tu as quelques minutes ou le temps que tu voudras pour faire ton auto-promo. Donc, comment c'est qu'on peut te joindre? Parce que là, si les gens, ils peuvent que te contacter après ça. Ben, moi Euh, c'est sûr que je vais le bah, faire. Principalement, moi, là où je suis vraiment actif, c'est Instagram. Donc, mon compte s'appelle Dr Papers, donc docteur en français EUR et Papers en anglais Papers. Et c'est un compte du coup de vulgarisation d'actualité de psychologie de manière générale. Hier, j'ai vulgarisé sur les TOC. Aujourd'hui, j'ai vulgarisé sur les échelles de Likert. Demain, je vulgariserai sur autre chose qui n'aura probablement pas de rapport avec hier et aujourd'hui. L'idée, c'est que voilà, je lis beaucoup de recherches et donc je vulgarise principalement pour des psychologues, mais j'ai vu pas mal de personnes, même du domaine de la gamification, s'abonner et trouver ça intéressant. Souvent, c'est sous forme de story ou sous forme de publication. C'est toujours sourcé, par contre, c'est toujours sourcé, donc vous pouvez facilement aller retrouver les sources derrière. Après ça, j'ai le même compte Dr Papers sur YouTube, mais j'alimente plus trop parce que depuis que YouTube force les pubs, ça Oui, m'a beaucoup refroidi. Donc, c'est aussi pour ça que je suis passé sur Instagram derrière. Et aussi beaucoup sur Twitter, @AD pour Adrien AD Fillon, FI2LON. Et bah voilà, c'est déjà pas mal. Après, LinkedIn, si vous voulez, Adrien Fillon, mais j'utilise pas trop LinkedIn. Donc, peut-être quand j'aurai l'occasion, enfin que ça me servira plus, oui, mais pour l'instant, les chercheurs n'utilisent pas trop LinkedIn. On a nos propres réseaux sociaux à nous. Donc, voilà. Principalement Instagram, ouais. c'est cool. Puis vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste. Allez-y, jetez un coup d'œil, c'est de la bonne Ouais. vulgarisation. Quand on dit c'est du Oui, oui, craquin à oui. bébé. Je te laisse avec cette image, ça me fait plaisir. Euh, on se rappelle que ce que tu nous as dit au tout début, c'est qu'initialement, tu étais timide. Ça paraît pas, ou ça paraît plus. Ah, alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Typiquement, si on parle des traits de personnalité, en psychologie, on parle d'un modèle en 5 facteurs. On a encore un peu de temps ou... Oui, on a le Oui. temps que tu veux. C'est ce On a qui un est modèle cool. en 5 facteurs des traits de personnalité qui sont les traits de personnalité. Donc, il y en a 5. Donc, c'est le modèle océan, ouverture à l'expérience, névrosisme, extraversion, introversion, agréabilité. Non, c'est conscienciosité. J'ai mélangé le conscienciosité et le névrosisme, mais peu importe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas quelque chose. On est plus ou moins sur un trait de personnalité que les autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus ouvertes aux nouvelles expériences et des personnes qui sont moins ouvertes aux nouvelles expériences que la moyenne. Et en fait, des types de personnalités, ça n'existe pas vraiment. Et donc, il y a beaucoup, et notamment dans le domaine des formations professionnelles, des personnes qui vous vendent des types de personnalités. Ça peut être le MBTI, ça peut être le DISC, ça peut être ces choses-là. D'un point de vue scientifique, ça n'a aucun sens d'avoir des types de personnalités. C'est-à-dire que euh, tu, tu es un petit peu différent de la moyenne, mais pas beaucoup. Et surtout, on ne peut pas catégoriser les gens comme ça, quoi. Tu peux pas être travaillomane parce que bah oui, si tu es stressé et que tu veux absolument réussir ton travail, tu vas travailler beaucoup, mais dans d'autres domaines, tu peux être complètement négligent. C'est pas... Par contre, la conscienciosité, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont relativement consciencieuses dans de manière générale, elles sont consciencieuses et des personnes qui sont un peu moins consciencieuses. Et donc la timidité, bon, c'est un mix entre névrosisme, donc facilité à ressentir des émotions un peu négatives comme l'anxiété, et introversion, donc facilité à plutôt être plié sur soi. Bon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans des recherches assez récentes, en fait, depuis 2016 à peu près, on se rend compte que la personnalité se développe beaucoup en contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, on est de manière générale un peu plus ou un peu moins que les autres, mais surtout c'est contextuel. Et en fait, on remarque en fait assez facilement que des personnes, tu vas voir des gamins à l'école, tu dis, oh là, celui-là il est vraiment très introverti, il reste tout le temps dans son coin. Puis tu vas chez lui et tu vois que c'est la star de la maison qui fait le clown tout le temps. Donc là, tu te dis, attends, il est vraiment introverti celui-là. Et en fait, c'est ça pour tout le temps, tout le monde en fait. C'est que tu peux être plus ou moins introverti ou extraverti en fonction du contexte. Moi, dans le monde du travail, je me sens assez... En fait, j'ai développé une expertise dans mon domaine qui me rend assez à l'aise et donc plus extraverti à ce niveau-là.
Dans des domaines où je suis moins à l'aise, je suis beaucoup plus introverti et donc timide. Donc voilà, là, on parle d'un sujet que je connais, je suis l'invité, on a déjà discuté avant, je connais le contexte. Donc forcément, je suis beaucoup plus à l'aise et en étant plus à l'aise, j'ai peut-être l'air un peu moins timide. Mais du coup, voilà, c'est la personnalité en contexte, ça fait partie des domaines actuels de recherche sur la personnalité qui font qu'en fait, toutes ces distinctions qu'on peut faire tiennent pas trop. En fait, il faut vraiment étudier les gens dans leur contexte. Et donc les individus au lieu des groupes. Et là, ça devient encore plus compliqué. Mais quand je disais que les chercheurs étudient les groupes plutôt que les individus, c'est pas tout à fait vrai, mais on a beaucoup de mal en fait d'un point de vue statistique, c'est compliqué de suivre une personne au cours du temps. Déjà d'un point de vue de la mesure, mais aussi d'un point de vue statistique, les méthodes longitudinales, c'est individuelles et longitudinales, c'est complexe. D'ailleurs, on appelle ça ce domaine de recherche, le domaine de la recherche de la complexité. Et c'est des méthodes spécifiques et on n'est pas forcément facilement formé dedans, donc c'est un peu timide encore, mais ça arrive. C'est un des futurs de la recherche, c'est ça en tout cas. Et bon, voilà, je ne vais pas développer plus, Ah non, mais mais voilà, écoute, je suis moi pas forcément, je je sais, je suis un peu souris. timide, mais là, je ne suis pas forcément timide, invité dans un podcast comme ça, quoi. Ah, écoute, je souris jusqu'aux oreilles. En tout cas, pour celles et ceux qui sont encore là et qui nous écoutent, super important ce qu'il a dit, ça sera dans l'examen de fin de session. Non, mais c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. C'est dans mon podcast, il n'y a pas de temps limite, on discute comme autour d'un café. Puis surtout, tu es passionnant. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Donc, non, Merci. non, c'est toute la difficulté qu'il y a quand on discute avec des chercheurs ou avec Adrien. C'est que tu ouvres une porte, puis tu découvres qu'en fait, c'est pas une porte, c'est une bibliothèque, puis que dans la bibliothèque, il y a d'autres portes, puis tu dis non, mais c'est cool, mais ça, je veux savoir, je veux savoir, savoir. Il est certain que je te réinvite, Adrien. Ça, c'est plus que certain. Avec Parce plaisir. que, Avec plaisir. allez, je pourrais faire des saisons Netflix avec tout ce que tu racontes. Euh, Ouais, il faut faire attention qu'on ne tourne pas trop. T'occupes pas des détails, je m'occupe du storytelling, quoi. Ouais. Euh, Est-ce que tu as... bon, j'ai un segment qui est un classique, qui est une bouteille à la mer pour les gens d'aujourd'hui et les futures générations. Est-ce que tu aurais un message à faire passer ou quelque chose que tu aimerais nous partager, une réflexion? Oui. Merci, Oui, en c'est fait, bon, on l'a. non, en fait, bah, je rebondis sur cette histoire de timidité. En fait, le fait d'être timide m'a rendu pendant longtemps un peu, je dis le terme hein, comme ça, arrogant. Mais en fait, arrogant dans le sens, d'ailleurs, ça se ressemble peut-être aussi un peu dans ce podcast, du genre, je t'explique des trucs que tu n'as pas compris, machin. C'est à la fois un style que je développe, mais aussi un manque d'assurance en soi qui peut arriver aussi. Et en fait, ce qui est intéressant avec la recherche, c'est justement, je reviens sur ce que je disais avant, sur le fait d'être humble. Oui, Et en fait, c'est quelque chose, je pense, que j'ai du mal à développer, mais que je veux développer et que j'aimerais aussi que d'autres personnes autour de moi développent, c'est vraiment ce côté humble. Et en fait, remettre en cause, en fait, on m'a beaucoup reproché, notamment sur Instagram au début, de remettre en cause des recherches bien établies et pourquoi, et en même temps, tu le remplaces par rien en disant, bah oui, ça marche pas, mais du coup, qu'est-ce qui marche? Ah, on ne sait pas. Et en fait, ce côté humble de dire je ne sais pas, ou de dire ce qu'on sait est limité, euh, ça fait mal, c'est pas facile, mais c'est vraiment bien, quoi. oui. Et tu vois, j'ai eu la possibilité de discuter avec des personnes un peu dans des groupes zététiques, des personnes, tu vois, de l'esprit critique du doute, et je remarque que presque toujours, j'ai du mal à être avec des interlocuteurs qui disent ah oui, finalement, on ne sait pas. Oui. En fait, la plupart du temps, les personnes qui se disent zététiques, membres zététiques, sont là pour te dire tu es biaisé, tu dis des choses fausses, ce que tu penses n'est pas ce qu'il faut penser parce que les scientifiques disent ceci. Et en fait, moi, quand je les écoute, je me dis, en fait, les scientifiques, ils savent pas, ils disent, enfin, parce qu'on sait jamais, nous, les scientifiques, on sait jamais. Donc, les scientifiques savent pas. Donc, comment toi, qui es censé développer l'esprit critique, tu dis que les scientifiques savent mieux que les scientifiques quelque part? Parce qu'en fait, ils ont peut-être développé une forme d'esprit critique vis-à-vis des biais, vis-à-vis du bruit, vis-à-vis de règles psychologiques ou quoi, mais ils n'ont pas développé d'esprit critique vis-à-vis de la méthode scientifique. Et la méthode scientifique, elle permet de rester humble. La méthode scientifique, elle permet de dire,
C'est cette méthode qui a permis ces résultats. Ces résultats ont permis de valider ce modèle est en lien ou non avec cette hypothèse est en lien ou non avec cette théorie. Et ça rend humble parce qu'à chaque étape du processus, il y a des pertes, à chaque étape, il y a des erreurs, à chaque étape, on est de moins en moins sûr. Et donc, on construit sur des bases relativement peu solides, des théories qui sont elles-mêmes peu solides, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de construire ensemble quelque chose, de détruire ce qui est à détruire, de reconstruire ce qui est à reconstruire. Et quand on détruit, les fondements de ce qui reste sont plus solides, etc., etc. Et c'est ça que j'aimerais, moi, personnellement, développer, ce que j'essaie de développer depuis quelques années, mais que j'essaie de continuer de développer, c'est de dire c'est pas grave finalement si on ne sait pas. Et non, on n'a pas besoin de remplacer par d'autres choses. C'est pas grave en fait si on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'aimerais bien. En fait, c'est pas une bouteille à la mer, hein, c'est ce que je développe avec Instagram. Hein, c'est concret, c'est ce qu'on fait, quoi. Mais c'est ce que j'aimerais bien transmettre, quoi. C'est vraiment ce côté d'humilité vis-à-vis des connaissances que l'on peut avoir. C'est cool. Bah, je te remercie pour ce partage. Donc, pour vrai, allez jeter un coup d'œil à son Insta. Euh, c'est intéressant parce que ça sonne comme une conclusion, donc même si c'est pas tout à fait fini. Euh, un grand merci Adrien, parce que ce que tu dis fait réfléchir. Bon, après, je vais devoir aller prendre un Doliprane parce que je suis pas habitué à réfléchir, puis que le Doliprane va me faire croire que ça va m'aider à plus avoir mal à la tête, alors que ça pourrait être mille et une autre chose. Merci de m'obliger à me poser. On n'a pas forcément beaucoup parlé de l'effet placebo, mais l'effet placebo, c'est un vrai effet. Quand je vois des gens dire, en fait, on reprend le Oui, tout début oui, de ce podcast où je parlais au niveau j'ai en anglais commitments, des théories de l'engagement, oui, où je disais faut différencier l'effet différent du hasard de est-ce qu'il y a un effet important ou pas. Je parlais de ça au tout oui. début du podcast. Pour le Doliprane, en fait, c'est exactement la même chose. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on leur dit, en fait, l'effet, hein, tel médicament n'a pas d'effet différent du placebo, dire, ah, finalement, ça n'a pas d'effet. Mais non, le placebo, ça a un effet. La question, c'est est-ce qu'on doit tromper les gens en disant que ça a un effet super au placebo ou pas? Et typiquement, bah oui, quand tu as des médicaments type de l'homéopathie qui te disent avec du sucre, tu vas pouvoir soigner des cancers, tu vas pouvoir soigner ce qu'on t'a injecté dans le vaccin de machin, etc. Non, là, tu trompes les gens. Si tu dis, bah, on va te donner de l'homéopathie parce que au pire, tu y crois et ça peut te faire un petit peu de bien, pourquoi pas? Mais en fait, il y a plein de médicaments qui marchent sur l'effet placebo et que les gens ne savent pas que ça ne marche pas. Mais si je le dis là devant le podcast et que du coup, ils ne veulent plus l'utiliser, ce sera dommage. Mais en fait, il y a plein de médicaments qui ont en effet quasiment juste un effet de placebo. La plupart du temps, c'est des médicaments qui ne sont pas remboursés. Ouais. Donc, quand vous avez des médicaments qui ne sont pas remboursés, bon, je sais qu'au Canada, ça peut être un peu différent, je ne connais pas tout le contexte, mais en France, les médicaments non remboursés ont probablement quand même un effet, mais pas différent d'un placebo. Et c'est OK, tu vois. C'est ce qu'on appelle les. Je reviens sur mon image des portes. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a-tu quelque chose que tu aimerais nous partager? Est-ce qu'il y a-tu une question que je t'ai pas posée, auquel tu aimerais donner une réponse à tout prix? Tu sais, le fameux regret quand la caméra est off, puis tu dis, ah oui, mais si j'avais su, j'aurais voulu dire ça ou j'aurais dit ça, tu sais, j'aurais refait le match. C'est Euh, sûr que tu reviens, mais Oui, il y a quelque chose dont je voudrais parler. oui, Il y a quelque chose dont je voudrais parler, c'est le niveau de la preuve. oui, C'est intéressant ça. bah oui. On a la pyramide des preuves scientifiques. Alors, c'est bon, la gamification, c'est pas forcément relié à ça, parce qu'en fait, la gamification, c'est tellement récent, tellement nouveau, qu'on n'a pas suffisamment de matériel pour faire cette pyramide, justement. Mais de manière générale, dans le monde de la recherche, on a une forme de pyramide de preuves dans laquelle on dit, il y a des choses, c'est pas de la preuve, du style les observations individuelles, c'est pas de la preuve. Donc voilà, si ta grand-mère ou t'a raconté que un jour elle a vu un fantôme, c'est pas une preuve en fait. Ça peut être un problème de mémoire, ça peut être une transformation, ça peut être plein de trucs. Par contre, à partir du moment où tu vas avoir des observations généralisées de plein de personnes qui ont vu la même chose indépendamment, tu vas pouvoir te dire, tiens, il y a peut-être quelque chose. Ensuite, tu vas avoir, bon, je me souviens plus de tous les niveaux, mais en gros, tu vas ensuite avoir des tests que tu vas faire d'un point de vue qualitatif, des entretiens, des focus group, voilà. Ensuite, d'un point de vue quantitatif, tu vas avoir des différents groupes que tu vas tester, et puis après, tu vas avoir des niveaux de preuve à ce niveau-là, hein. Quand tu testes des groupes, mais que les participants connaissent les hypothèses,
c'est un niveau de preuve très faible. Quand ils ne connaissent pas les hypothèses, c'est un meilleur niveau de preuve. Quand les chercheurs ne connaissent pas les hypothèses, c'est un niveau de preuve encore plus faible, enfin les expérimentateurs. Et au-dessus, on te dit, il y a les méta-analyses. Et ça, j'ai du mal, moi, vu que je suis vraiment spécialisé dans les méta-analyses, c'est pour ça que j'en parle du coup, j'ai du mal à voir à quel point le terme méta-analyse est bien compris dans la population générale et à quoi ils pensent que ça fait référence. Parce que je parlais avant dans le podcast du fait que quand on parle de docteur, ça donne un côté prestigieux et c'est quelque part un aspect marketing de dire à partir du moment où il y a un chercheur qui a validé le truc ou que c'est de la neuroscience ou machin, ça y est, c'est scientifique, c'est clair, c'est carré, etc. La méta-analyse a exactement le même effet, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont te dire cet effet existe et d'autres personnes te disent ah non, j'ai vu que c'était plutôt tel autre effet qui existait parce qu'une méta-analyse a montré que. Ah oui, mais moi, il y a mon expérimentation qui a montré que non, moi, c'est ma méta-analyse qui a montré que. Et ma méta-analyse a forcément un niveau de preuve plus élevé que ton expérimentation. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand on regarde les méta-analyses, moi j'avais fait une sorte de revue de littérature de méta-méta-analyse, c'est-à-dire d'études qui analysent comment fonctionnent les méta-analyses. Et en fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'en psychologie sociale, et c'est forcément généralisable aux autres domaines, les méta-analyses, durant les méta-analyses, on rapporte des choses qui ont été, on fait des choses qu'on dit ne pas avoir été faites, on ne dit pas des choses qui ont été faites. Il y a des protocoles standards à suivre et la plupart des méta-analyses ne suivent pas ces protocoles. Et la plupart du temps, en fait, les méta-analyses pensent qu'il y a un effet là où il n'y en a pas forcément parce que ne vont pas suffisamment loin dans les tests de biais de publication. Or, il y a énormément de biais de publication dans la recherche scientifique. Et en fait, on ne sait pas à quel point il y a des faux positifs dans les expérimentations et on ne sait pas à quel point les méta-analyses prennent en compte ces faux positifs. Et donc, en fait, on pourrait imaginer que l'immense majorité des méta-analyses sont des synthèses de faux positifs qui, du coup, font qu'on a l'impression que quelque chose existe alors que ça n'existe pas forcément. Et si on regarde l'étude de Leclerc de 2020, ils ont pris, donc Leclerc et collaborateurs, ils ont pris 309 méta-analyses publiées dans PsycInfo, qui est une sorte de Google, mais pour les recherches en psychologie sociale. Et ils ont juste regardé point par point, est-ce que l'étude était de bonne qualité, etc. En fait, ils avaient des indicateurs, et passer certains indicateurs, c'était une étude de bonne qualité, d'autres indicateurs, c'était une étude de très bonne qualité, etc. 95% des méta-analyses qu'ils ont trouvées étaient de très mauvaise qualité. Et il n'y a que 11% des études qui avaient publié un protocole de recherche reproductible. C'est-à-dire qu'il n'y a que 11% des études, donc 22 études. Ah oui, du coup, c'était 226 méta-analyses. Le 309, c'est un autre truc. Il n'y avait que 11% des méta-analyses dont on savait ce que les chercheurs avaient fait. C'est quand même fou. 11%, on sait ce que les chercheurs avaient fait. Et donc, on a une sorte de caution méta-analyse. Ça y est, c'est une méta-analyse, c'est qu'on est sûr que l'effet existe, alors qu'en fait, les méta-analyses, globalement, ne sont pas bien faites. Pourquoi elles ne sont pas bien faites? Tu peux avoir deux explications, une première explication optimiste et une deuxième pessimiste. L'optimiste dit parce que les chercheurs, parce que déjà, c'est compliqué de faire une méta-analyse, mais aussi que les chercheurs ne sont pas forcément formés à comment bien faire une méta-analyse. Ouais. Et l'explication pessimiste, c'est qu'il y a et de la triche dans le monde des expérimentations et de la triche dans le monde des méta-analyses aussi. Et ce qui fait un peu peur, c'est il y a une étude dans Science qui a été publiée en 2019 qui montre en fait une augmentation massive du nombre de méta-analyses depuis 2008 à peu près, mais depuis 2016, c'est vraiment exponentiel. Et en fait, l'immense majorité des méta-analyses, plus de 80% en 2016, je ne sais pas quel est le taux aujourd'hui, venaient de Chine. Pourquoi? Parce qu'ils publient des méta-analyses très rapidement et que ça coûte pas cher parce qu'en fait, les méta-analyses, tu n'as pas besoin de payer des participants ou quoi pour les faire. C'est juste un chercheur qui les fait à partir de données qu'il trouve sur Google. Ouais. Et l'immense majorité de ces méta-analyses faites en Chine, en fait, sont des méta-analyses faites par des étudiants qui font ça parce qu'il faut absolument publier, que c'est facile de publier des méta-analyses. Tu fais une méta-analyse en un an, hyper rapide, machin. Une méta-analyse, ça prend 2, ça prend 3 ans, ça prend 5 ans à faire. C'est très compliqué à faire si tu veux en faire une bonne. Et donc, on inonde en fait le marché de la recherche avec des méta-analyses de mauvaise qualité, tout en donnant l'impression que c'est du sérieux, quoi. Donc, il faut faire très attention à ça. Moi, j'ai publié des modèles de méta-analyses pour aider les chercheurs à faire des méta-analyses de qualité. Il y en a qui les ont utilisés, il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. J'essaye du mieux que je peux et des chercheurs avec qui j'ai travaillé essayent du mieux qu'ils peuvent de vulgariser ça, de permettre à d'autres chercheurs de les utiliser, etc. Mais c'est compliqué, ça prend du temps.
Et entre-temps, il y a beaucoup de chercheurs qui s'en foutent et qui font des méta-analyses de mauvaise qualité. Donc, moi, ce que j'ai à dire, et c'est ça qu'il faut, le take-home message, il ne faut pas avoir confiance en la recherche. Il faut avoir confiance en la méthode scientifique. C'est deux choses complètement différentes. La méthode scientifique, c'est la méthode qui permet de comprendre notre monde, comprendre comment notre environnement fonctionne, comprendre les lois générales qui régissent notre monde. Mais les lois que l'on déduit de la méthode scientifique ne sont pas sûres à 100%. Et on est tout le temps obligé d'être dans une forme d'amélioration continue et d'avoir ce que je racontais depuis le début, des bases. Et on réplique pas, ça fonctionne pas, et on s'améliore en continu. Il faut rester humble. Il faut rester humble envers nos résultats de recherche, mais il faut croire à la méthode scientifique. Et malheureusement, les zététiciens ont plutôt tendance à croire les résultats de recherche plutôt que la méthode scientifique, de la même manière que la population générale a aussi plus tendance à croire que les neurosciences, c'est la révolution, et non pas que la méthode scientifique permettant d'arriver aux neurosciences est, elle, la vraie révolution, quoi. C'est la méthode scientifique qui fait tout, pas la recherche en tant que telle, pas les résultats en tant que tels, quoi. C'est Voilà. vraiment cool. Alors, je rassure les gens, hein, ça ne sera pas dans l'examen final, mais peut-être. Mais non, mais Non, c'est, enfin voilà, on parlera la prochaine fois de tout ça si tu veux, mais fondamentalement, quand tu as une crise de la confiance, oui, que tu peux avoir une crise de la confiance envers les, les personnes qui étaient de confiance avant, tu vois, le climato-scepticisme qui augmente, bah oui. pourquoi il augmente? Ben, il augmente pour plein de raisons différentes, mais une des raisons, qui est peut-être pas la raison majoritaire, c'est aussi qu'il y a beaucoup de chercheurs liés au climat qui font des projections, enfin, qui survendent les risques climatiques aussi. Oui, ce Et qui il y crée ces aurait- fameux voilà. débats stériles, hein, où tu peux tout mettre en doute, entre guillemets, parce que Bah, tu as pas voilà, ouais. plus, hein. C'est super. Écoute, pour vrai, c'est super intéressant, Adrien. Puis il faut expliquer Sérieusement, aux gens aussi. Il non, faut j'ai dit, expliquer aux gens. ah oui, j'ai dit, heureusement que tu n'as pas fini dans le jeu vidéo quelque part. Non, mais le réchauffement climatique, pour le coup, on pourra en parler aussi parce que j'aimerais, après mon prochain postdoc, travailler justement dans le fonctionnement des normes relatives aux changements environnementaux. C'est vraiment un truc qui me passionne. Et malheureusement, on n'explique pas assez aux gens, non pas les résultats, parce que ça, les gens savent, hein, les cartes où Ouais. il y a du rouge partout, il y a du noir partout, ça, ils ont compris. La question, c'est comment on a réussi à avoir ces cartes. Oui, Et on n'explique jamais aux gens ça. Sauf que c'est le principal. Comment les gens peuvent croire la carte s'ils ne savent pas comment on l'a créée? oui. Voilà. Bon, C'est, on pourra en c'est, discuter, c'est- c'est- mais ça, voilà, c'est ça. C'est ça, la je vais. méthode. Ouais, ça C'est c'est la sûr qu'on méthode. va le Faut pas garder. croire le résultat, faut croire la méthode. Et Mm. on revient à ce que je disais juste avant. C'est non, c'est une chouette thématique, puis à garder pour un tour de table. Euh, moi, je Ça peut pourrais être bien continuer. aussi les tours de table parce que là, tu vois, j'ai pas de contradicteur. Tu vois, tu Ouais. me poses des questions, je réponds. Mais il y a probablement beaucoup de choses où des gens vont pas être d'accord avec ce que je dis et malheureusement, on peut pas. Moi, j'aime bien tu dis, t'aimes pas les débats, mais j'aime bien les débats justement de avoir des contradicteurs, des gens qui te disent non, mais là, ce que tu dis, c'est un peu limité ou moi, je pense autrement et t'élabores en fait dessus. Tu construis ta pensée par rapport aux autres. Et tu construis pas ta pensée à partir du moment où tu es buté, où tu n'arrives pas à aller vers les autres, en fait. On est entièrement d'accord. Puis oui, ça fait partie de mes futurs chantiers. Puis ça sera sûrement plus en live, je pense. Pour garder quelque chose d'un peu plus frais, d'un peu plus spontané, Ouais, avec des rediffs. Euh, Comme je l'ai dit plusieurs fois, moi, je pourrais continuer à discuter avec toi pendant des ouais, heures, on va Adrien. s'arrêter là. Sauf que toutes les bonnes choses ont une fin, Ont une fin. c'est ça? Ou pas, ou ça dépend. Il faudrait qu'on en discute, mais ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur une méthode afin de pouvoir s'entendre sur les résultats, ce qui est la base de tout. Euh, non, pour vrai, un grand merci, Adrien. Un grand merci pour ta disponibilité. Et bah, merci à toi de Euh, m'avoir invité. écoute, c'était la moindre des choses. Puis un grand merci pour les personnes qui sont encore là. Allez voir son Insta. Dr Papers. C'est ça, je veux dire.
Il y a quand même un fond de com là-dedans, j'aime bien. Mais pour vrai, Il faut. dans tous les cas, c'est sûr que je te réinvite, on pourra discuter et puis aborder d'autres sujets. Et puis c'est sûr que je vais organiser un tour de table autour de la méthode avec deux ou trois autres personnes qui pourront compléter, puis challenger un petit peu ça. Puis on pourra mélanger tout ça. Puis je pourrais redevenir un Einsager en disant non à tout. En tout cas, c'était vraiment cool, Adrien. Encore un grand merci. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Je suis super mauvais pour improviser. Non, merci beaucoup. C'est cool aussi d'inviter les chercheurs. C'est assez rare en fait. Il y a beaucoup d'entre-soi des deux côtés. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont peur d'aller vers le monde industriel, discuter avec des consultants, ce qui peut se comprendre parce que ça arrive aussi qu'il y ait des vols voilà, il y a beaucoup aussi d'emprises de contrats privés voilà, avec le public, c'est compliqué. Et de l'autre côté, on a souvent un peu peur de se dire qu'on ne peut pas communiquer ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes manières de penser, les mêmes fonctionnements. Et moi, je ne crois pas du tout à ça. Voilà, je te dis, j'ai travaillé dans une entreprise, j'ai travaillé au monde universitaire. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Il ne faut pas avoir peur de discuter les uns avec les autres. De manière générale, s'il y a un mot de la fin, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de discuter les uns avec les autres et donc d'inviter des universitaires et vice-versa que des universitaires invitent aussi des personnes qu'on travaille dans le privé. C'est ce qui fait la richesse et la diversité. C'est la diversité qui fait la richesse. Ça, on peut le mettre sur un t-shirt. Merci encore, Adrien. Bye bye tout le monde. Merci à toi. Alors, et voilà, la partie 2 est terminée. Un grand merci à toi pour ton écoute et on se retrouve bientôt. Bye bye.